Dans Bamidbar, chapitre Yud Gimel, la. On a fait le pasuk Kaf et Vayashuvu mitur haaretz miketz arbaim yom. Ils revinrent d'avoir parcouru la terre à la fin de 40 jours. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer le micro justement à monsieur Antoine Lévy, notre sympathique candidat, que nous applaudissons bien fort. Et c'est parti. Ça, c'est une belle introduction. Voilà. Alors, je retrouve de le verset. De mon côté, tu sais, tu as toujours eu des guides qui animent les jeux télévisés. Lucien Jeunesse. Guy Lux, vous avez connu Guy Lux? Lucien Jeunesse. Guy Lux, grand Ashkenaz devant l'éternel. Guy Lux. Alors on y va. Donc notre sympathique candidat. Vas-y. Alors, Vayelchu, Vayavohu, El Moshe ve'el Aaron, ve'el kol adat, bnei Israël, El Midbach Paran, Kadesha, Vayashivu otam, Davach ve'et kol ha'eda, Vayarum et peri haaretz. Bien, c'est parti. Alors, Vayelchu, donc on a le vav conversif, et c'est donc ils allèrent, c'était une forme future, avec le vav conversif, ça devient passé. Oui. Ils allèrent. Alors, petite seconde. Ashley, je décortique le mot. Hein? Vayelchu. Ouais, Ça veut dire ils allèrent. Hein? Pas marcher. Comment? C'est pas marcher. Olaire, ça veut dire aussi marcher. Oui. Alors. Oui, ça veut dire marcher, mais aller. Aller, ça veut dire marcher. Marcher, oui. Oui. On ne peut pas dire le contraire. Oui. Alors, Vayelchu, donc c'est Allah, c'est le verbe. Ça, c'est la racine. La racine est lamed kaf sophite et lamed kaf sophite. Voilà. Et donc, yeler, ça veut dire je ne sais pas bien mettre les voyelles. Yeler, ça veut dire il ira. Il ira. Yelchu, ils iront. Vayelchu, ils sont allés. Yelchu, ils iront. Vayelchu, ils sont allés. OK? Alors, Vayelchu. Oui, continuons, Antoine. Alors, Vayelchu, Vayavohu. Donc là, Vayavohu, on a le même schéma avec le vav conversif, mais cette fois-ci, c'est pour venir. Donc, ils allèrent et ils vinrent. El Moshe, donc vers Moshe. Ve'el Aaron. El. Aleph Lamed, avec un ségol sous le Aleph, c'est vers. C'est la direction. Hein? Aleph Lamed. Voilà. Ça, c'est elle, vers la direction. Le lamed, souvent, c'est la direction en préfixe. Elle, c'est vers. Voilà. Donc,
Alors, oui, continuons. Vers Moshe. Ve'el Aaron et vers Aaron. Ve'el kol adat et vers tout. Alors, c'est Alors, quoi il y a Adat Bnei Israël? Il y a Ad, Aleph, Aïn, Dalet, pardon, c'est témoin, non? Oui. Ed. Devant tout témoin des enfants d'Israël. C'est pas Alors, tout à fait ça. un grand principe. Quand vous ne savez pas l'hébreu, il faut regarder l'araméen. C'est vrai. Hein? Là, ça, c'est un grand principe. Écrivez-le. Parce que vous croyez que je raconte des tarabistouilles. Vous croyez que je vous raconte des blagues. Que nenni. Vous allez regarder Onkelos et vous allez comprendre. Voilà. Donc, regardez, dans l'édition classique du Chumash, édition classique, vous avez, ça c'est le texte de la Torah, vous avez Rashi et vous avez Onkelos. Ashley, tu sais qui c'est Onkelos? Sa vie, son œuvre? Non? Alors ça va venir. Alors, Onkelos, c'était, la tradition nous dit, c'est le neveu de Titus. Titus, l'empereur romain, sous l'ordre de qui le second temple a été détruit, le fils de sa sœur, qui était donc un prince romain, s'est converti et est devenu juif. Pas seulement il est devenu juif, mais il est devenu un codisciple de Rabbi Akiva et est devenu un grand maître de notre tradition, a été mandaté par les maîtres de la génération pour qu'il traduise la Torah dans la langue de l'époque qui était l'araméen. Et sa traduction en araméen, c'est la traduction, comment dire, canonique, la traduction, parce qu'on sait que chaque traduction est une prise de position. Quand tu traduis, tu as des options. Donc la manière dont tu vas choisir de traduire comme ci ou comme ça, c'est une prise de position. C'est la prise de position des maîtres de la Mishnah. Bien. Donc c'est quand même à remarquer que dans toutes les éditions classiques, vraiment qui fait corps avec le texte de la Torah, c'est l'œuvre d'un prosélyte. Ça, c'est quand même à remarquer. D'ailleurs, Maïmonide fait remarquer que au niveau de la transmission de la tradition orale, il y a toujours à des moments clés des prosélytes. Entre parenthèses, on va voir ça d'ailleurs à Shavuot, puisque une des personnes de la vedette Shavuot, c'est Ruth. Bon. Alors, à part cet exposé, regardons Onkelos, justement. Bonjour Gad. Regardons Onkelos. Alors, c'est un araméen. Je ne sais pas si vous parlez couramment l'araméen. À vue de nez, non. Encore. Non, je ne sais pas, quelque chose me dit. Mon petit doigt me dit que non. Mais je l'ai dit souvent, vous savez qu'aujourd'hui, dans la partie nord de l'Irak, la partie est de la Syrie et la partie ouest de l'Iran, il y a environ 15 millions de personnes dont la langue quotidienne est l'araméen. Hein. Et les Kurdes là-bas, leur langue, c'est l'araméen, ils parlent araméen. C'est la langue là-bas, l'araméen. Vous allez là-bas, c'est l'araméen. Ok. Alors, donc, regardez comment Onkelos traduit le mot adat. Donc, c'est posé la question. Donc, il a rapporté, voilà. Vayelchou, ils allèrent, ils vinrent chez Moshe, vers Aaron, vers Kol Adat ben Israël. Regardons Onkelos. Vazalou, ils sont allés vers Atou. Ils sont allés Levat Moshe, près de Moshe, ou Levat Aaron,
près d'Aaron. Ou levat kol knishta devenez Israël. Antoine. Beaucoup plus clair. Oui, c'est plus clair. Ça y est, maintenant, bien sûr. Oui. Non, le Knishta ne m'a pas encore aidé, mais je vois qu'il y a d'ivré après. Oui, ça Donc, ressemble à l'hébreu moderne. Vous connaissez un mot exactement Hyper fastoche. hyper proche. Voilà. Non, mais c'est vrai que j'ai l'air un peu comme ça. Avoir Knesset, les- c'est faut pas Knesset. Je donne l'impression de vous faire des couvages. Pas du tout. C'est seulement une impression. En vérité, je suis hyper gentil. Je ne sais pas si ça s'écrit pareil, mais ça peut faire penser à Knesset. Ben voilà, tu vois Exactement. comme c'est. Ah, c'est l'encouragement. J'ai eu 2 encouragements là. Ça a été... Allez, c'est parti. Est-ce que l'araméen, c'est pareil que le chaldéen? Parce qu'il y avait une communauté chaldéenne à Oui. Saint-Brice, et vraiment, quand on les entendait parler, si on se concentrait, on comprenait, quoi. Ça ressemblait beaucoup à des... Possible. A priori, oui. Parce que C'est vraiment- les Chaldéens, c'est les chrétiens chaldéens, Ouais. c'est de cette région. Ouais, c'est ça, c'est très, très De proche cette de... région. Voilà. C'est a priori, c'est l'araméen. Alors, oui, qu'est-ce que c'est Knesset? Beth à Knesset. Assemblée. Voilà. Tout est dit. Voilà, c'est dit. Donc, comment assembler, rassembler? Elle colle Ada ben Israël à l'assemblée des enfants d'Israël. Donc, vous voyez que, donc, regardez, ici, il y a les tours de main du pâtissier. Un tour de main du traducteur de l'hébreu. Quand il y a des mots sur lesquels vous butez dans l'hébreu biblique, il est possible que l'araméen puisse nous indiquer. Là, c'est clair. Knesset, c'est l'assemblée. Hein. L'Assemblée nationale en Israël, ça s'appelle la Knesset. Mais ils l'ont tiré de là. La Knesset, c'est l'assemblée. Elle colle Adat. Donc, Adat ben Israël. D'ailleurs, vous avez beaucoup des communautés qui s'appellent Adat Yeshurun, Adat Israël. Par exemple, nous, on va, quand il n'y a pas le confinement, la synagogue où on va s'appelle au 36 rue Bafroid, ça s'appelle Adat Israël, l'Assemblée d'Israël. Adat, c'est l'Assemblée. Alors, tu as très bien dit, Adat Israël. Adat, Eda. Là, comme c'est la forme construite. L'Assemblée des enfants d'Israël, donc il y a un tav à la fin. Le tav ne fait pas partie de la racine. Le mot c'est Eda. Eda. L'Assemblée. Et alors, tu as dit qu'effectivement, il y a le mot Ed qui est le témoin, Ad qui veut dire vers, Ad ça veut dire aussi avec, une manière de dire Béad avec. Donc c'est l'instance, ils sont allés auprès de l'instance juridique. Eda, c'est pas les enfants d'Israël, mais c'est l'instance juridique qui donne une pérennité au peuple. C'est l'instance juridique donne un ad, une pérennité. Comme toute culture, sa juridiction structure le peuple. Donc la Eda, c'est eux qui donnent une pérennité, ce sont les juges. Donc ils sont arrivés auprès de Aaron, de Moshe, de Aaron, toute l'assemblée Béné Israël, des enfants d'Israël. Mais alors là, ça veut dire que c'est vraiment tous les enfants d'Israël ou on est sur les chefs des tribus, par exemple? Ce n'est pas les chefs des tribus, c'est les instances. C'est les instances. Les instances du peuple. Eda, c'est les instances. Puisque le mot aide, c'est témoin. Ad, ça veut dire jusqu'à. Je veux dire, ce qui donne la pérennité,
c'est les juges. Très bien. Très sympa, l'araméen. Hein, voilà, l'araméen. Maintenant, je comprends. Alors, El Kol Adam Israël, surtout l'assemblée des enfants d'Israël, continuons. El Midbar Paran, vers le désert de Paran. Kadesha. Kadesha. Alors, Midbar Paran Kadesha. alors c'est l'endroit un nom. vers le désert, l'endroit général, c'est Midbar Paran, mais le lieu précis s'appelle Kadesh. Kadesh. Alors, pour dire la destination en hébreu biblique, il y a deux manières de dire la destination. On dit El Midbar Paran, vers le désert de Midbar. Ouais, on aurait pu dire, par exemple, le Midbar. Les stylos qui sont en fin de course. Le Midbar. Alors, Midbar, c'est le désert. On peut dire le Midbar. Ou alors, là, ici, on peut dire le Kadesh et Kadesha. Quelle est la différence pour dire la destination entre le Kadesh ou Kadesha avec Kamatz et à la fin? C'est quoi la différence? Donc, je répète, la destination, on peut dire par exemple, en hébreu biblique, on peut dire Aninocea les Paris, ou bien Aninocea Parissa. C'est quoi la différence de sens? Les deux veulent dire je voyage à Paris. Alors évidemment, en hébreu moderne, on dit Aninocea les Paris. En hébreu biblique, C'est vraiment dedans. Aninocea les Paris ou Aninocea Parissa. Oui. Il y en a un, peut-être ça va être vraiment à l'intérieur de Paris et pas aux alentours, peut-être qui est plus précis. C'est plus précis. Avec le kamatz et à la fin, c'est plus précis. Ça veut dire, le Paris, c'est la direction. Mais Parissa, c'est dans Paris. Voilà. Comme le et le et est l'article défini, le. C'est le et défini. Bien que vous pouvez m'objecter, que nous avons vu ensemble plusieurs fois, que le et, au début de certains mots parfois, est le signe de l'interrogation. Comment ça se fait que le et, qui est le signe de l'article défini, de la précision, est la question? C'est la question. Je ne sais pas répondre à ça. Je ne sais pas. Il doit y avoir bien une logique qui m'échappe. Donc, ils vont vers le Midbar Paran, dans la direction de Midbar Paran, Kadesha, au lieu dit Kadesha. Kodesh aussi, non? Vos? Kodesh, c'est la même. Oui. Alors, on appelle cet endroit Kadesh pour des raisons qui seront expliquées plus tard. Ah. Voilà. Continuons. Vayashivu Otam Davar. Alors, Vayashivu, je ne suis pas La sûr du verbe. racine. Bon, je vois le. Alors, La racine. Toujours. toujours. Essayons d'être comme des dentistes qui recherchent la racine. Pas mal. Eh ben, Merci pour il On faut va avoir extraire un la Chine racine. avec- Extrayons la racine. Oh là là. Vas-y. Yeshiva? Yeshiva? Non, non. Shinvet, mais je me demande si c'est pas au début qu'il y en a une autre.
Oui, alors ici, c'est un peu Peut-être un mot. quelque chose qui part. C'est la racine, c'est chouve, Chou. revenir au factitif. Ils ont amené, ils ont ramené. Chouve, c'est revenir. Et ramener, vayashivu au factitif. Ils ont ramené, ils leur ont ramené une parole. C'est-à-dire, ils ont ramené leur rapport, puisqu'ils ont été envoyés. Ils ont été envoyés dans la terre de Canaan pour explorer. Et maintenant, ils ramènent, Vaya Shivu Otam Davar. Ils leur ramènent à eux, à Moshe Aaron d'Irachi, Davar, la parole, leur rapport. On ramène le rapport de leur voyage. Et à l'infinitif, Rav, c'est quoi à l'infinitif ramener, c'est Chouv. Chouv. ah, c'est que chouv. Chouv, c'est, on avait vu l'autre jour, hein, c'est revenir. Les hachiv, c'est ramener. Les chouv, c'est revenir. Les hachiv, c'est ramener. Alors, par exemple, ramener un objet perdu, ça se dit comment? Comment? Ashavat Aveda. Vataveda. Voilà, Ashavat Aveda, c'est le même mot, vous voyez? Delcia. C'est ramener un objet perdu. Alors regardez, il y a au niveau du texte, il y a quand même une grande anomalie. Et je m'attendais que vous explosassiez. Je m'attendais que, je ne sais pas, qu'il y ait une déflagration mentale. Parce que, somme toute, l'auteur, en général, l'auteur est plutôt, comment dire, parcimonieux sur ces mots. Regardez les premiers mots. Vayashuvu metura aretz miketz arbaim shana, ils revinrent de parcourir la terre au bout de 40 jours. Vayelchu, vayavo el Moshe. Ils allèrent et ils vinrent chez Moshe. Ils allèrent et ils vinrent chez Moshe. Bon, évidemment, il faut bien, pour aller chez Moshe, il faut bien aller. Je veux dire, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ils allèrent, ils vinrent, ils vont, ils viennent. Ouais, bon, il y a un peu enlever le mot vaillelrou, mettons du typex, ça va aussi. Il revint de parcourir la terre, Vayavou et Moshe, et ils arrivèrent chez Moshe. Voilà, tout va bien. Pourquoi vaillelrou? Ils allèrent et ils vinrent. Voyons Rachid. Ils ont fait un détour, c'est ça? Alors, Monsieur Parisa ici présent, dit, regardons Rachi. Regardons Rachi. Rachi relève cela. Rachi relève, il y a une anomalie, Vayelchou est en trop. Alors, nos maîtres apprennent de là, dans le traité Sota, que parce que chaque mot de ce passage est analysé dans le traité Sota. Ils allèrent, ils vinrent, c'est pour nous dire que quand ils arrivèrent chez Moshe et Aaron, complètement effondrés et écrasés par ce qu'ils ont vu dans la terre de Canaan, et ils étaient défaitistes. Et le rapport qu'ils vont faire est un rapport complètement négatif. Nos maîtres disent que déjà, quand ils sont partis, ils étaient déjà partis comme ça. Ils étaient déjà partis avec c'était pas conscient, mais ils allèrent et ils vinrent.
quand ils sont allés à leur mission, ils étaient déjà comme quand ils sont venus. Alors Rachid nous dit, quand ils sont allés, de la même manière que quand ils sont revenus, ils ont fait un genre de complot, pas vraiment un complot conscient, mais ils étaient les 10, sauf Kalev et Yefouné, d'une seule voix pour décourager le peuple de rentrer dans la terre de Canaan. Eh bien, quand ils sont partis, déjà inconsciemment, l'affaire était cuite. Alors ça, c'est quelque chose de très... c'est ce que dit Rashi. Je vous lis Rashi. Vayelchou, vayavou. Ils allèrent, ils vinrent. Maou vayelchou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont allés. Ben, évidemment, là, on est à la fin. Oui. On est à la fin. Qu'est-ce que dit? Ils sont allés. Ben, ils reviennent. Les Akish, Alichatam, les Biatam. C'est pour mettre en relation le moment où ils sont partis au moment où ils reviennent. Ma Biatam Betsara, de la même manière, quand ils reviennent, c'était avec un plan négatif. Quand ils sont partis, ils sont déjà partis avec un plan négatif. Ça devient paradoxal, non? Parce que, comme on avait dit que c'était Shlach Lecha, ça veut dire qu'on avait dit que c'était parce que tu envoies pour ton bien, parce que Moshe avait compris que la transition de monde et de règles entre vivre avec le transcendant, enfin avec les miracles, et devoir être acteur dans la terre posait problème, c'était une descente, et que donc le peuple réfléchissait à un petit peu des stratégies pour voir. Quand il y a Shlach Lecha, on a l'impression que Moshe est d'accord. Pourtant, on a vu qu'au début, il pose des questions qui sont un petit peu différentes de ce à quoi on s'attend pour un petit peu les guider. Donc, je me dis, est-ce qu'il avait vu que dès le début, même si c'était inconscient, il partait avec un a priori négatif qui allait poser problème ou pas? Et auquel cas, est-ce que c'est vraiment Shlach Lecha pour ton bien? Ça ne veut pas dire que c'était déjà joué d'avance. Peut-être non, ce n'était pas joué d'avance. Mais le verset D'accord. ici, la fin prouve le début. Ça veut dire, au début, c'était pas au début. Oulam Anashim, des gens, Anashim, des gens d'élite, des gens très très importants dans le peuple juif, des Anashim Tzadikim, même les mêmes disaient c'était Tzadikim quand ils sont partis. Mais la mission était périlleuse. Vous savez, là, il y a un point, ce Rashi, enfin c'est la Gemara dans le traité Sota, nous interroge parce que on vit des choses. Vous voyez, par exemple, là, c'est un cours d'hébreu biblique, je ne veux pas développer plus, mais une réflexion. On de confinement. J'ai lu qu'il y a eu 4,5 milliards de gens qui ont vécu le confinement. C'est quand même balèze. Qu'est-ce qu'on en tire? Moi, j'ai un peu bouquiné, un peu de qu'est-ce que les gens y racontent là-dessus. Il y en a, ceux qui sont religieux, ça les confirme dans leur religieux. Ceux qui sont athées, ça les confirme dans leur athéisme. Ceux qui sont pour la démocratie et disent oui, on voit ici le bienfait de la démocratie. Ceux qui sont pour l'autoritarisme, ils disent on voit le bienfait des pays autoritaires, c'est les seuls qui s'en sont bien sortis dans cette histoire. Chacun, en vérité, est conforté dans ce qu'il voulait bien. Endurci dans son opinion. Alors, est-ce que ce qu'on vit, on peut en tirer quelque chose ou en vérité, on ne fait que raconter son blabla? Sur cette note pessimiste, on continue. Je ne sais pas. Moi, je constate. Vous voyez les sites Feuge comme nous, ouais. Ça nous conforte dans notre foi. Ceux qui sont athées, ils disent mais alors j'ai lu ça, qu'il dit on voit finalement dans une société civile comme la France,
les consignes citoyennes ont été très très bien appliquées. Donc on voit qu'on n'a pas besoin de contraintes extérieures, mais simplement le sens civique et citoyen suffit pour réguler une société. Donc c'est le bienfait de la démocratie. Chacun il va de son blabla. Ceux qui voulaient dire ça, ça fait sortir à l'extérieur finalement ce qui était inconscient avant. Est-ce que vraiment être bouleversé intérieurement par quelque chose qu'on vit? Et là, c'est en vérité ce que nos maîtres disent ici, c'est un constat un peu pessimiste, qu'ils sont sortis avec quelque chose. Ben, c'est comme par exemple, il y a des gens, ils disent oh, mais vous êtes rescapé de la Shoah, ça a dû être terrible. Alors, ça dépend. Il y en a qui ont réagi comme ci, il y en a qui ont réagi comme ça. Tu peux te poser comment ça se fait qu'il y en a qui ont réagi comme ci, il y en a qui ont réagi comme ça. Peut-être c'était avant déjà, c'était déjà un peu. L'affaire était déjà jouée avant que ça se passe. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être oui, peut-être. Donc ça, Rachid nous dit, en partant déjà, avant de voir même, ils avaient déjà la grille de lecture. Peut-être la proportion de 2 sur 12 nous donne une bonne idée de ce qu'est la réaction des gens, ceux qui peuvent changer et ceux qui ne peuvent pas. C'est pas mal. C'est pas mal, oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on n'insiste pas, mais c'est le sujet quand même. On ne peut pas passer outre. Oui, c'est pas mal. C'est bien. Ouais. Alors, ce étant, après ça, on continue. Ça fout la pétoche, moi. Alors, on y va. Alors, Vayashivu otam davar. Donc, ils leur ramenèrent davar, une parole. Donc, ils ramenèrent leur rapport. Voilà. Antoine. Ve'et kol haeda. Donc, et à toute l'assemblée. Vayarum. Alors, pour le verbe, je ne sais pas. Je sais juste que. Si arum, tu sais, je regarde. sais, bien sûr. Voilà. Grand principe, encore. Grand principe. On sait plus. Vous savez. Alors, ça ne va pas être lié à arum, parce que j'imagine qu'il doit manquer la première lettre. Il y a voir, peut-être. Dégraisse. T'enlèves le vav. T'enlèves le vav. Ouais, donc, ouais. T'enlèves le yud. Il reste le resh. Comment? Donc, on est au resh. On est au resh. Alors, vas-y. Il n'y a pas à voir, peut-être? Oui, bah voilà, tu vois. C'est hyper simple. Non, mais l'hébreu est une langue simplissime. Simplissime. Vous voyez, vous avez une bouteille d'évian. Une bouteille d'évian, vous voyez. L'hébreu est aux boissons ce que l'évian est à l'eau. On va la garder, cette phrase, je pense. Oh. Voilà, je suis. Ah, c'est impressionnant. Hein, c'est à l'aube, là, à l'aube. Hein, à l'aube. Donc, regarde, tout ça pour dire que tu enlèves le vav, tu enlèves le yud, et tu as un resh aleph. Et tu as dit, c'est voir. Oui, c'est voir. Hein? Vayarum. Alors, par contre, la déclinaison est très intéressante. Parce que là, il y a voir, c'est resh, aleph et. Resh, aleph et, c'est voir. Oui. Yarum, c'est faire voir. C'est faire voir. Irou, ils verront. Mais Yarou, c'est faire voir au futur. Ils feront voir. Irou, ils verront. Yarou,
ils feront voir. Et le même à la fin, c'est le suffixe, c'est AE. Ils feront voir AE. Yarou, Otam, AE. Donc là, c'est très intéressant au niveau grammatical. Hein. Rao, c'est la racine. Le Yud, c'est le futur. Mais si ça avait été un chirik, c'est ils verront. Mais là, comme c'est un patard, ils feront voir. Ils feront voir. Vayarum, ils leur montreront et péri haaretz, Le fruit de la terre. de la terre. Et leur montre le fruit de la terre. Raph, Donc, on a vu dans la C'est séance singulier? précédente, comment? C'est singulier là? Et péri haaretz ou c'est. Oui, oui, très très bien. Si c'eût été un pluriel, je pense qu'il y aurait, parce que on avait dit que péri, c'est le fruit, mais le pluriel c'est pérote. Et pérote haaretz, ça aurait été pérote haaretz. Péri, c'est un singulier, le fruit de la terre. Alors, on a vu dans la séance précédente que les fruits de la terre étaient hors normes. Donc, ils ont montré, avant de parler, C'est Eshkol qui est hors norme. C'est la grappe qui est hors norme, non? oui, mais aussi Déjà dans la grenade séance dernière, et la grenade et la figue. Ah, Le ok. Talmud dit que, tu vois, il tenait comme ça la grenade. Hmm. Oui, c'est vrai que c'est la Eshkol particulièrement, qu'il fallait 8 personnes pour porter la grappe de raisin, mais la grenade et la figue, pardon, la figue était aussi hors norme. Alors, tout ça pour dire que c'est étonnant. Avant de parler, il montre le fruit. Verset Kavzaïn. Alors, Raph, j'avais Oui. une petite question. Davar, comment vous l'avez traduit Vayashivo Otom Davar, il Une chose. leur ramène Rapport, la parole, une parole. ils rendent des comptes. Ouais. C'est pas. Ok. Et péri, c'est au singulier? C'est un Péri, fruit? c'est singulier. Sinon, ça aurait été pérote. Ils n'ont pas pris plusieurs fruits? Comment? Si, Ils n'ont pas pris, ils ont pris plusieurs fruits. oui, ils ont pris plusieurs fruits. Mais là, alors, On pourrait dire, si tu veux, c'est un terme générique. Le fruit de la terre. Par exemple, moi, je vais manger du raisin, je vais manger des pommes et des abricots. Et je vais faire boré péri haetz. Et boré perot haetz. Hein? Alors, Damien, s'il te plaît, là. Pasuk Kavzaïn. Vayesaperu lo, vayomru, banu, el haaretz, asher shelartanu, vegam zavat, chalav, udvash, hi, veze, piria. Alors, il lui sait faire. Il lui Comment? comptèrent. Compter. C'est compter? Oui, tu peux analyser le mot. La racine, c'est Vavrou. faire. Enfin, les trois lettres, c'est sa mère, Péresh. Ça veut dire. Ça veut dire compter. Super. Alors, la racine est une racine extrêmement riche. Alors là, richissime. Vailleux saprou. Donc, on va dire la racine. Sefer, bien évidemment. Sefer, c'est un livre. Sefer, c'est un livre. Sipour, c'est une narration.
Sipour. Et ici, c'est dans le sens, c'est narré. Sipour. Sipour, c'est une narration. Mispar, c'est un chiffre. Nista. Nispa. Nista. Nispa. Sapar, qu'est-ce que c'est Sapar? Mispa. Comment? Oui, Laurence? Un coiffeur. Un coiffeur. Il coupe les cheveux en 4. Voilà. Alors, Sapar. C'est marrant parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je vais chercher. Sapar, c'est un coiffeur. Et les ciseaux. Alors, trouvez le lien entre tout ça. Ouais. Et Sfar, c'est la frontière. Sfar, c'est la frontière. Toute une question de découpage en entité ou en page. Oh là là. Ben, on coupe les cheveux, c'est quelque chose de petit. Les pages d'un livre, c'est quelque chose qui découpe le livre. Les pages d'un livre. Oui, maintenant, un Sefer Torah n'a pas de pages. Ah, Ouais. zut. Hein, et les pages des livres comme nous, on les a, c'est récent, c'est très Ah oui, récent. j'y avais pas pensé. C'est notre cher Gutenberg. Hein. Je ne sais pas Ouais, comment d'accord. c'était avant notre cher Gutenberg. Les mots, ils taillent dans le réel. Les mots, ils taillent dans le réel. Ah oui, c'est un... Il y avait un ami à moi qui était coiffeur, parce que Sipour, c'est raconter, et Sapar, c'est le coiffeur. Vous avez déjà coiffeur, il remarqué raconte chez les beaucoup. coiffeurs, on raconte sa vie. Oui. On raconte. Il disait que il y avait un coiffeur rue des Rosiers. Je ne sais pas si vous avez connu Yoram, le coiffeur. Il y a personne ici a connu Yoram? Dan, tu as connu Yoram, le coiffeur? Non, du tout. Yoram Layani, Non. grand Lubavitch devant l'Éternel. Ouais, moi, j'en connais un autre, Lubavitch, porte de Saint-Cloud. Un coiffeur? Le même style. Extra. Alors, et alors, il disait, c'était un lieu mythique. Voilà, il y a 30 ans, la rue des Rosiers avait une autre ambiance que maintenant. C'était vraiment l'ambiance, Id. ouais, l'ambiance populaire juive. Et l'épicentre, c'était la gargote de Yoram le coiffeur. Et Panzer. Il y avait tout le monde qui racontait leurs histoires, machin. C'était extraordinaire. Magnifique. Panzer En aussi. tout cas, quoi qu'il en soit, il disait que le coiffeur et le récit, ça va ensemble. Mais d'un point de vue plus rigoureux, j'arrive pas bien à voir. Mais ça prouve, mispar, le chiffre, le raconter. J'arrive pas à bien voir la racine de tout ça. En tout cas, avec Saproulo, ils lui racontèrent. Et lui à qui? C'est qui lui? Ah, très bien. Ils racontèrent à qui? Eh oui. Est-ce que c'est. On dirait, il raconte à Moshe. Il s'adresse à Moshe. Hein? Il lui raconte à Moshe. Continuons. Vayomru, et ils lui dirent, ils lui parlèrent, Banu el Haaretz, on vient de la terre? On est venu. Banou, nous sommes venus. Nous sommes venus. C'est le passif, c'est ça? Non. Non, c'est pas passif. Non, c'est pas Par passif. contre, c'est le passé. C'est le passé, juste. Oui, Banou. Hein,
On va regarder, puisque là, on ne voit pas tellement le vrai passé. On voit souvent le passé avec un futur et un vav. On va faire la conjugaison de venir au passé. Hein? Conjugaison de venir au passé. Comme ça, si ça sort à l'examen, c'est bon. Alors, je suis venu, bâti. Bâti. Tu es venu, bata. Ou bien, au féminin, ba'at. Il est venu, ba ou ba. Elle est venue, ba'at. En vérité, ça m'a l'air que la deuxième personne du singulier et la troisième personne du singulier passé. Bouge pas. Je ne bouge plus. C'est fini. Je ne bouge plus. C'est pas Ba'a? Comment? Pas Ba'a? Ah, tu as raison. Iba'a. Ba'a, oui. Ba'a, tu as raison. Ba'a. 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 Oui, tu as raison. Ba'a. Alors, là maintenant, on a première personne du pluriel, Banou. Nous sommes venus. Banou. Les stylos sont morts. Il faut que je m'en procure d'autres. Voilà. Alors, Banou. Banou, c'est ce qu'on voit ici. Nous sommes venus. Vous êtes venus. Baptême. Baptême. Vous êtes venus au masculin baptême. Vous êtes venus au féminin baptême. Ils sont venus Baou. C'est pas Bahem? C'est pas Bahem? Non. Non. Alors, Baou. Il me semble que la troisième personne du pluriel féminin, c'est pareil. Me semble-t-il. Oui. Bah oui. C'est bon? Ce que je ne comprends pas, c'est que la troisième personne du pluriel se conjugue de la même. C'est pareil que la troisième personne du singulier, alors c'est Baou. Parce que la troisième personne du singulier, j'avais noté Baou. Il est venu. C'est Baou, non? Non. Ba. J'ai mal noté alors. Ba. Ah, Ouba, d'accord. Ba. C'est ba. Le marsupilami, il dit. Ouba. Comment il dit, marsupilami? Ouba. Ouba. Oui, non, c'est merci. Non, Le niveau monte. c'est l'encyclopédie de tous les savoirs. Voilà, c'est Quand tu parles de Coluche. l'université globale. En verlan, Ouba, c'est Baou. Pas mal, c'est bien. Et surtout, ça veut dire Ok, il c'est bon. Donc là, ils disent
Alors, Veisaproulo, ils lui ont raconté. Donc, c'est à Moïse. Vayomu, ils ont dit, Banu el haaretz, Damien, Sommes venus vers la terre. Asher shelartanu, Asher shelartanu, que tu nous as envoyé. voilà. Shelar, c'est envoyé. Shelarta, tu as envoyé. Nous, tu nous as envoyé. Mais la conjugaison, elle est après le ta. C'est ça, shelartanu. Ouais. J'ai pas compris ta remarque. Non, c'est-à-dire, c'est pas grave. Bon, ok. Vegam zavat chalav. Et aussi, zavat, ça me revient pas, zavat. Alors, vous avez sur la terre d'Israël une expression. Il n'y a pas deux expressions. La terre qui ruisselle de Teretz lait. zavat chalav ou de vache. Ah, d'accord. Voilà, la terre qui ruisselle de lait et de miel. Voilà, c'est l'histoire de quelqu'un, il arrive à l'aéroport Ben Gourion à Lod, il cherche où ça ruisselle de lait et de miel. Et où ça ruisselle de lait et de miel. Alors, ça ruisselle de lait et de miel. Alors, on va traduire. Vegam. Alors, gam, ça veut dire aussi, n'est-ce pas? Oui. Gam, gam, ça veut dire aussi. Oui. Les Chachamim nous disent que souvent, quand on voit le mot aussi, il va y avoir une catastrophe. C'est pour ça que plus loin, on met FS. Comment on voit ça? Gamme FS. On voit aussi, presque de manière récurrente, quand on voit le mot gamme, ça se termine mal. Ça se termine par la mort. On voit Ça fait très et en même temps, quand que même. Ève, elle a pris du fruit, elle a donné aussi à son mari. On connaît l'issue. On voit qu'Caïn, il a offert une offrande à Dieu, et Abel aussi a offert une offrande. Paf, ça s'est mal terminé. On voit Assuérus, il a fait un festin pour les gens de Suse, et sa femme Vashti aussi, elle a fait un festin pour les femmes. Paf, elle est morte dans la suite. Oh là là. Et là on voit, et aussi, paf, les types ils vont mourir dans quelques minutes. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est ce mot? Qu'est-ce qu'il a fait ce mot? Alors, le Midrash dit que la racine du mot gam, c'est gamem. Gamem, la racine gamem. Bon, le deuxième même, ici, il n'est pas exprimé, mais gamem veut dire élaguer. Les gamem veut dire élaguer. Tu as par exemple on avait vu le mot zamer vendredi, mais gamem, j'élague une haie par exemple, je suis me gamem. Je suis me gamem la haie. J'élague. Je suis la lagueur. Mégamem. Alors, le Maharal explique. Gam, ça veut dire c'est aussi. Il y a plusieurs nuances. Tout ce qui est en trop est un manque. Le trop est un défaut.
Je les vois plus là, mes copains là, ils bougent plus. Ah, ça va, c'est bon. Oui, alors que le kol yater chisaron, le trop est un défaut, est une déficience. On peut dire aussi que gam aussi, c'est un oui, c'est rajouter. Je rajoute quelque chose. Rajouter, c'est un défaut. Et le défaut va à c'est une déficience. Une déficience va à la perte. Bon, en tout cas, gamme, chaque fois, c'est un mot clé hein, qu'on voit souvent, gamme, et souvent, il va se passer des choses graves. Alors, zavat, zav. De zav. Zav. Ah, le zav, c'est l'impur. Là. C'est coulant. La racine du mot zav, zav, zavo, ça veut dire écouler. Couler. Comment on décrit zavo? Zavo. Un écoulement, par exemple, quelqu'un, par exemple, par exemple, une femme qui a ses règles, ça se dit dans la Torah, elle est zava, elle a un écoulement. Zava, elle a un écoulement. Couler. Zav, c'est couler. Hein? Alors, le gamme zavat, c'est une terre. Zava, zav, c'est couler. Zavat, elle coule. Elle est zavat, c'est un qualificatif. Cette terre, elle coule, coulante. Chalav. Le lait. Chalav, c'est le lait. Dvash. C'est le miel. Voilà. Alors, quand on parle de miel dans la Bible, ce n'est pas tant le miel d'abeille que le miel de date. C'est-à-dire les dattes très mûres, c'est comme du miel. Hein, comme du miel. Donc c'est mais on peut dire aussi que c'est du miel d'abeille. Ça dépend du contexte. Alors pourquoi dire que la terre d'Israël, est la qualifiée particulièrement qu'elle ruisselle de lait de miel? On pourrait dire elle ruisselle, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de yaourt et de bamba. Ah oui, hier, Violaine, elle a entendu, c'est des choses, mais ça ne marche pas si c'est du si c'est du miel de date. Il disait c'est des choses qui sortent d'animaux vivants. Bon, c'était quelque chose que j'ai entendu hier. D'accord. C'est la vie. Elle ruisselle de vie. Ruisselle de vie. Alors maintenant, en vérité, ça me revient des explications. Que l'abeille est un animal pas cachère. Or, on a un principe. Tout ce qui sort de quelque chose de pas cachère n'est pas cachère. Prenons par exemple, une jument n'est pas cachère. Le lait de jument n'est pas cachère. La truie n'est pas cachère, le lait de truie n'est pas cachère. Ce qui sort du pas cachère n'est pas cachère. Une autruche n'est pas cachère, l'œuf d'autruche n'est pas cachère. Bien. Maintenant, l'abeille n'est pas cachère, mais le miel est cachère. Alors, nos maîtres disent que il y a une différence entre le miel et la gelée royale. La gelée royale, si je ne m'abuse, c'est une sécrétion qui vient des glandes de l'abeille. Ça, c'est pas cachère. Mais le miel est mâchonné
par l'abeille, c'est du sucre de la plante qui est mâchonné, et ce sucre, elle recrache. Est-ce que Madame la botaniste peut nous apporter une science? Il faudrait que je regarde pour être plus précise. Ça me semble bien, mais il faudrait que je regarde de plus près. En tout cas, le miel n'est pas ingéré. Elle n'est pas ingérée. Et malaxé. C'est pour la gelée royale, je suis pas sûre. Le miel est malaxé et recraché, mais pas ingéré. Ce n'est pas le produit de l'ingestion. Et alors, je croyais que le Rambam, il avait dit que la gelée royale, c'était possible parce que c'était un médicament, ce n'était pas alimentaire. Et que la dimension qui n'était pas alimentaire permettait d'en prendre. Bon, ça c'est peut-être quelque chose d'annexe. On verra ça. Ça peut être lié à autre chose. Bon. Mais en tout cas, le lait, les Chachamim disent dans le traité Bechorot que le lait, c'est du sang qui s'est transformé et qui est devenu du lait. Le sang n'est pas cachère, mais le lait, qui est finalement quelque part, nos maîtres disent, une transformation du sang, le sang n'est pas cachère, mais la transformation est cachère. D'ailleurs, l'abeille a deux estomacs. Il y a un estomac, l'abeille a deux estomacs. Oui. Et il y a un deuxième estomac qui n'est que pour la fabrication du miel et qui est pur, justement, qui est déjà filtré. D'accord, mais pourquoi, si c'est un estomac, pourquoi ça devient cachère? Ça reste cachère. Bon, on va creuser un petit peu, devoir de vacances. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, ce sont deux choses qui normalement ne seraient pas cachères et qui peuvent l'être. Les commentateurs disent, le Maharal dit, que le miel et le lait sont deux opposés. Le miel, quelque part, il étouffe. Le miel est très énergétique, mais vous mettez quelque chose dans le miel il le phagocyte et il le transforme et l'éteint quelque part. Il éteint la chose. Le lait, par contre, est énergétique. C'est une autre forme d'énergie. Les deux sont énergétiques. Mais l'un, il transforme, parce que c'est un conservateur. Le miel, il conserve les choses. Ça veut dire qu'il conserve, quelque part, il bloque les choses. Parce que le lait est une énergie dynamisante qui est expansive. L'autre, elle fige et l'autre, sa expansion. Ce sont deux antagonismes en vérité. Deux antagonismes. Le Maharal développe longuement que c'est la terre des antagonismes. Et la terre de Canaan est une terre qui génère des antagonismes et des paradoxes, parce que quelque chose n'était pas cachère peut devenir cachère. C'est une terre d'antagonisme et de paradoxes. C'est pas immédiat dans la lecture. Comment? C'est pas immédiat dans la lecture. C'est pas immédiat, c'est pas immédiat. Je n'ai pas trouvé d'explication, plus terre à terre. Mais pour ceux qui ont un peu une expérience de vécu en terre d'Israël, pensent que c'est précieux de ne pas être effarouché par les antagonismes et les paradoxes. J'ai un ami qui habite à Jérusalem depuis une quinzaine d'années. Il dit, si tu arrives ici et que tu veux essayer de comprendre ce qui se passe, ça ne va pas. Si tu n'essaies pas de comprendre ce qui se passe, ça va. Alors, tout ça pour dire. Vegam Zavat. Comment? Vous avez dit une fois que la Torah, c'est Har Sinaï, parce que ça a créé la haine des non-juifs contre les juifs. Oui. Et là, maintenant, Eretz Israël, c'est aussi source d'antagonisme. C'est-à-dire que la Torah et Eretz Israël… Non, mais c'est l'antagonisme à l'intérieur de la terre. Là, ce n'est pas par rapport à l'extérieur. Là, c'est à l'intérieur de la terre. C'est-à-dire qu'un juif avec la Torah et Eretz Israël est forcément confronté à de l'opposition intérieure ou extérieure. Oui, mais là, il n'y avait pas de Torah, si tu veux, Élie. Là, il n'y avait pas de Torah, il n'y avait que des Cananéens. Je ne vous vois pas bien, là, c'est figé.
Regardez, on va. On va comprendre. Hello. On est là, on est là. On est là, on est là. Ah, on est là. Vous me voyez là? Oui. T'as le visage Vous ne figé. bougez plus. Tu bouges plus. On dirait le penseur de Rodin. Ça y est, c'est Ça y revenu. est, c'est bon, ça bouge. Voilà. Alors regardez, on va s'arrêter là. Alors demain, j'ai un problème, c'est que j'ai un rendez-vous à 10h. Est-ce que de 9h à 10h, exceptionnellement, plutôt que de 9h30 à 10h30? Oui, bien sûr. Ça nous va. Ça va? Banco. Comment? Banco. Oui, bien Julien, C'est bon. c'est bon? Hein, on va donc, je vais envoyer une annonce que demain, exceptionnellement, c'est de 9h à 10h. Très bien. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. On est là.